Bonjour à tous, merci d'être venus vous réjouir avec nous des 10 ans de l'Institut français de géopolitique. Et beaucoup d'entre vous le savent, sans le travail d'Yves Lacoste sur la géographie, on ne serait pas là aujourd'hui à fêter les 10 ans. Ce travail a eu un impact non seulement dans les milieux intellectuels, mais dans sa fonction citoyenne. C'est il y a 10 ans, tout le monde le sait, que l'Institut de géopolitique a démarré officiellement sous la direction et du fait de l'obstination, de l'esprit d'initiative de Béatrice Gibelin. Disons aussi que cet institut de géopolitique a été précédé par tout un courant d'idées pendant une quarantaine d'années, quand on fait le point. Et on pourrait célébrer, si vous voulez, si on avait le goût de ce genre, en octobre 1972, c'est avec François Maspero que nous décidons de créer une revue de géographie, comment l'appeler, de géographie active. Il fallait tout de même qu'on réfléchisse à ce qu'on allait faire, quelles allaient être les orientations qu'on allait prendre. Et on s'est posé d'abord la question de la façon suivante. Est-ce que, pour qu'on ait une géographie qui soit utile aux citoyens et à diverses causes dans le monde, est-ce qu'il faut d'abord s'assurer que c'est une science, une vraie science ? Or, la géographie était l'entremêlement de ce qui venait des sciences naturelles et des sciences sociales. Et du fait de cet enchevêtrement, eh bien, ce n'était pas très clair que ce puisse être une science véritable, comme certains le voulaient. C'est l'époque où on considérait encore qu'il fallait se référer au structuralisme, au marxisme, et où ce qu'on appelait le positivisme, on s'est posé à un certain temps, qu'est-ce que c'est que le positivisme, était dénigré, il fallait rompre avec le positivisme. Nous avons consulté des philosophes, des épistémologues, et ceci pendant une année, 2 années, etc. Jusqu'au moment où, je ne sais plus comment c'est venu, on s'est dit, il faut que la géographie, ça serve à quelque chose. Ça serve à quelque chose, et à quoi ça peut servir. Et l'expérience de mon enquête sur les digues, mais aussi le fait que j'avais rencontré, lorsque je travaillais sur un très grand historien maghrébin du XIVe siècle, j'avais rencontré Thucydide, j'avais rencontré Hérodote, et c'est là que j'ai vu qu'Hérodote était un saint patron, si l'on peut dire, tout à fait utile pour nous, et que dès le début, avec Maspero, on avait décidé que la revue s'appellerait Hérodote. Quelques mois plus tard, toujours en 1976, j'ai repris un certain nombre de thèmes qui avaient pu être seulement juste esquissés dans ce premier numéro, et ces réflexions sont parues sous le titre « La géographie, ça sert d'abord », j'aurais pu mettre entre parenthèses, mais pas seulement, mais d'abord à faire la guerre. Pendant des années, eh bien, nous avons animé un courant d'idées, un courant de recherche, dans lequel Béatrice a joué, dès ce moment-là, un rôle très important. La revue a été le support d'une recherche plus approfondie au niveau des maîtrises, puis des DEA, puis des thèses, ce qui a été reconnu avec la création d'une formation doctorale de géopolitique, en 89. Et cette évolution a fait que, ensuite, Béatrice, grâce à
son esprit d'entreprise, à son habileté au conseil d'université, a réussi à obtenir la transformation de la formation doctorale en un institut. À quoi sert la revue Hérodote dans le fonctionnement, dans la préparation de l'Institut français de géopolitique? Il a permis la cohésion d'un groupe qui, à une certaine époque, se réunissait toutes les semaines, après-midi, pour préparer, et ça demande du travail, le numéro trimestriel suivant, qui, presque depuis le début, est apparu centré sur un thème ou sur une partie du monde. Le deuxième intérêt de la revue, et c'est là-dessus que je termine, puisque les jeunes sont là, c'est qu'à maintes reprises, la revue a publié les travaux de tout jeunes chercheurs qui méritaient donner la peine, et si bien que rien que cela fait que Hérodote aujourd'hui continue à avoir un rôle positif. Merci Madame la directrice. Je ne suis plus directrice. J'ai été fondatrice, j'ai été directrice, et j'ai passé la main à Barbara Loyer, et avec les tout premiers avec lesquels on a monté cette grande aventure, qui sont Philippe Subrat et Frédéric Douzet. Lacoste a dit « Nous sommes une équipe soudée », oui, parce que nous menons un combat intellectuel, et que ce combat-là n'est toujours pas achevé, et que nous devons produire des recherches de qualité reconnues. C'est la seule façon que nous avons pour, sur le plan institutionnel, imposer, avec l'aide de quelques-uns, mais au cœur de l'université, imposer la démarche que nous élaborons, que nous continuons d'élaborer depuis maintenant, effectivement, près de 40 ans. Alors, pourquoi j'ai fait l'Institut ? J'allais dire pour continuer le travail que nous avions amorcé pendant déjà entre 89 et, disons, 10 ans auparavant. Et si je n'avais pas fait l'Institut, je pense que la notoriété du travail que nous accomplissons, sa reconnaissance, n'aurait absolument pas été la même. C'est-à-dire que pendant longtemps, on a pu faire sans l'institution. Aujourd'hui, l'université a évolué de façon telle que l'institution est absolument, comme on dit, incontournable. Et donc, j'avais besoin de cette reconnaissance pour que ce travail accompli ne s'enlise pas dans les sables mouvants d'une géographie universitaire qui résiste à l'analyse du conflit, surtout s'il s'agit du conflit armé. Les géographes continuent à être pas très à l'aise avec le conflit, avec la guerre. Ils commencent à parler de conflits environnementaux, de conflits de gouvernance. Ça va. Mais quand il faut arriver au point dur du conflit armé, alors là, ils commencent à être déjà beaucoup moins à l'aise. Le deuxième point qui fait qu'il était important de construire aussi l'Institut, pour des raisons intellectuelles, c'est l'importance que nous accordons aux représentations. C'est-à-dire tenir compte des représentations que font les différents protagonistes du territoire qui est en jeu. Mais ça, parler de représentation, c'est pas scientifique. Ça, c'est idéologique. Ça, c'est absolument pas correct de prendre en compte ces représentations comme moteur de l'action politique. Faire reconnaître l'Institut sur le plan institutionnel était une nécessité. Et j'avais un atout pour ça, c'était Hérodote. Puisque Hérodote était déjà une revue très installée et très reconnue. Donc j'ai pu m'appuyer sur Hérodote. Yves va un peu couiner, mais sa notoriété aussi. Le fait que ce soit Lacoste, avec son caractère, ses coups de gueule quand il faut, m'a permis aussi de m'appuyer dessus pour avancer. Puis il faut de la chance. Et moi j'ai eu de la chance dans la vie. Il faut de la chance. La première chance que nous avons eue à Paris 8, c'est d'avoir Francine de Michel, qui a été présidente de l'université Paris 8, qui s'est trouvée directrice de l'enseignement supérieur quand Lionel Jospin a été ministre de l'Éducation nationale. Et c'est, je dois le dire, Francine de Michel, en tant que directrice de l'enseignement supérieur, qui a créé
la première chaire de géopolitique que j'ai eu la chance et l'honneur d'occuper. Et puis nous avons eu, à tout autre ordre d'idée, l'énorme chance de la décennie 90 que j'appelle la décennie géopolitique. Parce que Lacoste a rappelé 79, mais 89, la chute du mur, l'éclatement de l'Union soviétique qui a suivi, la guerre dans les Balkans. Mais j'allais dire, les dieux nous ont mis sur un plateau, les conflits géopolitiques. C'était extraordinaire. On démarrait une formation et on avait des étudiants qui n'avaient qu'une envie, c'était de venir pour essayer de comprendre. On a eu les accords d'Oslo, on a eu l'assassinat de Rabin. À chaque fois, on avait un événement qui, d'une certaine façon, contribuait à nous motiver, à nous enthousiasmer. Ça a l'air un peu scandaleux de dire ça quand il s'agit de conflits, mais c'était tellement passionnant de travailler ça. Et c'est là, je crois, que, si vous voulez, on a mesuré l'importance de l'approche vraiment territorialisée, vraiment géographique, pour comprendre pourquoi c'était là. Mais aussi pourquoi c'était à ce moment-là. Et tous ces événements nous ont aidés à mieux comprendre comment des conflits majeurs pouvaient commencer sur des territoires très très petits, comment un événement parfois allait déclencher des catastrophes, comment un territoire dans sa symbolique ou dans son caractère sacré pouvait effectivement générer des tensions extrêmement fortes, qu'on ne faisait pas la guerre simplement pour des puits de pétrole, des choses comme ça qui nous ont beaucoup intéressés. Il faut se souvenir que le début de l'affrontement entre les Croates et les Serbes, c'est un match de foot le 13 mai 1990 qui se termine avec des heurts extrêmement violents entre les supporters. Et puis ma deuxième chance, ça a été l'arrivée d'un nouveau président à Paris 8 qui s'appelait Pierre Lunel. Pierre Lunel a appuyé d'entrée de jeu la création de l'Institut. En décembre 2002, j'ai eu l'immense plaisir de créer cet institut. C'était le tout début, et quand on a démarré l'Institut, il y avait un demi-poste, le mien. Je faisais encore mon enseignement au département de géographie pour le reste. On a démarré tout petit, tout petit. Mais comme l'a rappelé Yves, c'était une petite équipe qui était très soudée intellectuellement et qui a mené le combat et qui a su, par ce combat et par sa revue, attirer des étudiants. Nous avons fait passer 46 thèses en 10 ans. Je vous assure qu'en étant une toute petite équipe, ça représente un grand travail. Nous avons aujourd'hui 80 doctorants. Nous avons des promotions globales sur le master de géopolitique M1, M2, professionnel recherche de 140 étudiants. Il y a la parité homme-femme, ce dont je ne suis pas peu fière. Et nous avons une équipe de chercheurs qui comporte à peu près 40 membres. J'en profite aussi pour rendre hommage à Philippe Subra, qui, avec moi, a monté, il y a aussi 10 ans, le master professionnel de géopolitique locale, car nous avons été les premiers à dire que l'aménagement était une affaire politique et non pas une affaire technique. Et c'est une grande réussite. Néanmoins, on a encore beaucoup à faire et défricher des champs nouveaux. Et ce champ nouveau, il commence avec le thème d'aujourd'hui, puisque c'est Frédéric Douzet qui a eu l'idée du thème, guerre de l'information, information de la guerre. On a voulu aussi rendre hommage aux journalistes, parce que sans eux, il y a des tas de choses qu'on ne ferait pas. Et nous sommes très heureux de ce partenariat avec Le Monde, et nous sommes extrêmement fiers des cartes qui sont affichées et qui sont les cartes publiées par Le Monde, qui sont réalisées par celle qui fut notre étudiante de première année et qui est devenue une grande cartographe formée à la géopolitique, c'est Delphine Papin. Béatrice m'a demandé dans le dernier numéro de la revue Hérodote de raconter pourquoi on faisait des cartes géopolitiques dans le journal Le Monde, pourquoi les autres journaux ne faisaient des cartes, mais ne faisaient pas ce type de cartes. Les premières cartes dans le journal Le Monde, elles datent du 8 août 1945, la toute première. C'est une carte de localisation du plateau du Vercors, dessinée à la main avec des barbules, qui est une carte de localisation, pas une carte qu'on pourrait appeler géopolitique. Et puis, il y a une évolution de la cartographie dans le journal qui est, je pense, le fruit de plusieurs heureux hasards, puisqu'il faut de la chance dans tout. À la fois d'heureux hasards, à savoir le développement d'Internet et sans doute peut-être l'idée qu'il fallait se pencher un peu sur le visuel, peut-être abandonner un peu le gris, à savoir
c'est le texte, et essayer de valoriser l'image. Donc dans un premier temps, sans doute, la photo, et puis grâce à la photo, on s'est posé la question de l'infographie et de la cartographie. Les services infographie dans les différents journaux en France, eh bien, il y en a très peu. Il y en a un au Figaro et il y en a un au journal Le Monde. Et le reste, ce sont des cartes qui sont faites par des sociétés privées qui sont bien souvent des infographistes et non pas des cartographes. Donc, on a souvent à faire des cartes de localisation et non pas des cartes qui permettent l'analyse. C'est une volonté politique du journal parce que on a aussi traversé des crises dans la presse en général, et que le service infographie peut être un des services dont on peut se passer si on manque un peu de sous. Et ça n'a pas du tout été la volonté du journal, bien au contraire, puisqu'on a renforcé le service infographie ces 4 dernières années. Les outils de la cartographie sont de plus en plus complexes, et qu'il y a peut-être un métier entre les deux, à savoir accoucheur de cartes, c'est-à-dire accoucheur d'une idée. C'est-à-dire que les universitaires ou les journalistes savent des choses, ils me les racontent, et moi j'essaie de les transcrire en cartes avec mon langage, avec lequel je suis plus à l'aise maintenant qu'à l'écrit, je pense. Et donc je le transcris, et parfois j'ai besoin d'une aide technique, parce que le niveau de technicité des outils cartographiques est tellement important que c'est assez important d'avoir presque ces 3 métiers différents. Comment est-ce qu'on réfléchit à une carte géopolitique dans le journalisme ? Ça, c'est une grande question. Ça va pas de soi, parce que d'abord, vous savez qu'il y a une compétition, je l'ai évoqué rapidement, entre le texte et l'image. Donc il faut justifier de l'apport d'une carte. Alors qu'on ne nous donne pas, il n'y a jamais de place perdue dans le journal. Et là, le service international, et je pense à Gilles Paris et Jérôme Gautret, ont été d'un grand renfort et d'un grand recours, parce que ce sont 2 historiens qui ont été élevés, entre guillemets, aussi à la géographie. Et donc, ils ont cette culture de l'importance du territoire et de l'importance des cartes. Si je vous résume le conflit du Soudan du Sud et du Soudan du Nord à travers ces 4 dernières années où j'ai travaillé au journal. La première année, je crois que le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, le conflit tenait très régulièrement sur une colonne, donc c'est-à-dire 44,3 mm de large. Donc j'avais le droit au Soudan du Sud, au Soudan du Nord et à la frontière, en pointillé. Et puis, une année après, en travaillant, moi, je proposais des cartes où les journalistes étaient très intéressés, mais on avait encore peu de place. Je peux vous raconter l'exemple du Soudan. Encore une fois du Soudan, qui était assez intéressant. Je descends au service international et je leur dis, oui, voilà, on n'arrête pas d'expliquer le conflit de la région d'Abyei, qui est juste sur la frontière, et on n'arrête pas de l'expliquer avec cette question du pétrole. Alors c'est vrai qu'il y a un enjeu fort sur le pétrole, mais bon, ce pétrole n'est pas de très bonne qualité, et on oublie que c'est aussi une zone de pâturage, et qu'il y a des points d'eau qui sont stratégiques, et si on ne raconte pas ça, eh ben, on passe à côté. Et j'arrive au service inter et je leur montre les cartes des pâturages, donc, où j'avais vraiment zoomé sur la région d'Abyei. Et le journaliste, qui est un très grand relais aujourd'hui, me dit « Ah, c'est génial, effectivement, on comprend tout ». Il me dit « Laisse-moi tout ». Alors je lui laisse les cartes, je repars le lendemain, il écrit son papier, il écrit sur le pâturage, et il ne publie pas la carte. Ça, c'était la 2e année. La 3e année, on avait une double page dans le journal pour raconter le conflit entre le Soudan du Sud et le Soudan du Nord, avec une grande carte et des petites cartes historiques pour raconter le passé. Et l'année suivante, où on a ouvert les pages avec l'œil du monde, où le journal a eu l'idée que maintenant il fallait, parmi les rédacteurs en chef, qu'il y ait quelqu'un qui s'occupe du visuel. Donc ça vous donne l'importance qu'on attribue dans le journal justement au visuel, de faire une carte non plus simplement du Soudan, mais carrément sur la frontière. Et on a donc une double page que vous allez voir qui est là-haut sur l'exposition des cartes du monde, où on a simplement tracé la frontière et on a fait des zooms sur les différents enjeux. L'histoire de la carte qu'on a publiée sur Alep, elle est intéressante parce qu'on est dans information de guerre, enfin dans le sujet, et de faire une carte de la guerre
en temps de guerre, au moment où ça se passe, à l'échelle d'une ville, c'est évidemment très difficile. Et là, la formation de l'Institut français de géopolitique est très utile, à savoir qu'on commence à se poser un certain nombre de questions. Avant de savoir ce qui se passe dans la ville, on s'est posé la question dans l'équipe de l'infographie de comment est-ce qu'on devait articuler cette carte. Et il fallait qu'on ait un peu une connaissance de ce territoire-là. On avait fait précédemment la ville de Homs, où la cartographie de cette ville avait été assez claire, c'est-à-dire qu'on avait des quartiers qui étaient sunnites, des quartiers qui étaient alaouites, et en gros, les conflits, les tensions, les manifestations se passaient dans le quartier sunnite. Donc on superposait une cartographie ethno-religieuse à une cartographie des conflits, et on avait une lecture assez simple de la ville de Homs. Quand Serge Michel, rédacteur en chef du journal, nous a demandé de faire la carte d'Alep, ça a été beaucoup plus compliqué. Alors, pas forcément plus compliqué que Homs, mais Alep, il fallait le faire dans l'urgence. C'était important. On avait une journaliste, Florence Aubenas, qui était sur le terrain. Il fallait accompagner ses papiers. Et Serge Michel nous demandait de présenter la ville d'Alep. Et la ville d'Alep, c'est pas Damas. C'est-à-dire que vous n'avez pas les mêmes sources. Et donc, il fallait faire ça rapidement. Et ça, l'universitaire nous a beaucoup aidés. Le journaliste nous a beaucoup aidés. Les réseaux sociaux nous ont aidés. Et les dépêches AFP nous ont aidés. On a fait appel à un chercheur... Thierry Boissière, qui nous a expliqué comment se déroulait la ville. C'est-à-dire que lui, quand il nous a décrit la ville, il nous a dit non, mais cherchez pas les alaouites, cherchez pas les sunnites, c'est pas comme ça est composée la ville. Vous avez des sunnites riches, vous avez des alaouites riches, vous avez des sunnites pauvres, vous avez des alaouites pauvres. Donc ce qu'il faut que vous réfléchissiez, quand vous allez cartographier votre carte, le fond, c'est d'abord de se dire de savoir quel type de quartier on a. Donc ici, au centre, vous avez les quartiers chrétiens en jaune, les quartiers riches en rose, et puis vous aviez en vert les quartiers populaires, les quartiers des bidonvilles. On a rajouté les quartiers kurdes, que je viens d'afficher, et puis ensuite, les zones où se trouvaient, les grandes zones où se trouvait la rébellion, et les zones de tension. Et là, c'était intéressant parce qu'on avait Florence Aubenas qui était sur le terrain, qui nous envoyait des textes, qui nous racontait des choses sur le terrain. On avait, alors ce qui était compliqué, c'est que des fois, elle voyait des choses, elle n'était pas forcément sûre de pouvoir aller se rendre dans le quartier, et en même temps, on avait des vidéos de ce qu'elle ne pouvait pas voir. Donc ça aussi, c'est tout le jeu de l'information qui est compliqué, parce qu'on est à la fois en temps réel, elle raconte des choses, ça je laisserai Alain en parler plus particulièrement. Mais ce qui est apparu, c'est qu'on a eu une géographie, non pas des quartiers sunnites chiites, mais une géographie des quartiers pauvres, et une géographie de ce qu'on ne racontait pas, en tout cas dans le papier. C'est-à-dire que même au service international, aussi bien Gilles Paris que Christophe Ayad ont regardé cette carte et se sont dit « Ah oui, effectivement, il y a un phénomène qu'ils savaient, mais qu'ils n'avaient pas encore démontré de cette manière-là. » Donc la carte, la cartographie, la territorialisation du conflit et la compréhension grâce à la fois aux universitaires et aux gens de terrain et aux dépêches AFP et aux tweets. Pourquoi aux tweets ? Parce que en fait, c'était ma seule façon de vérifier que je me trompais pas. C'est-à-dire que je me disais, si ça se trouve, il y a des gens de l'AFP qui sont que dans ces quartiers-là. Donc peut-être qu'il se passe d'autres choses dans les quartiers riches, mais je ne le sais pas. Donc j'ai regardé sur les tweets et j'ai listé. Et là, je n'avais effectivement que les quartiers populaires. Et si vous regardez sur la carte, effectivement, les quartiers riches, là, n'ont pas été touchés, en tout cas au moment où on a fait la carte. Parce qu'évidemment, nous faisons des cartes qui sont valables une journée au journal Le Monde. On n'est pas comme les universitaires, on ne fait pas forcément des cartes d'analyse. De plus en plus, au journal, on fait des légendes qui sont articulées pour avoir un élément d'analyse. Là, on s'est entendu avec Jérôme Gautret pour se dire qu'en fait, on ne ferait pas une carte, on ne ferait pas une légende où on guide le lecteur, parce que c'était tellement frappant qu'on a décidé simplement de marquer organisation de la ville, force en présence, et de laisser l'interprétation au lecteur. D'abord, je vous remercie, Béatrice, de m'avoir invité. Cette dialectique, information de guerre, guerre de l'information. Et il m'est arrivé de couvrir des conflits, mais ce n'est pas du tout de ça que j'avais envie de parler. Et donc j'ai choisi la deuxième partie, qui est guerre de l'information, plutôt. Et j'ai choisi
d'essayer de l'appliquer à un événement qui est toujours en cours, qui sont les insurrections et les rébellions dans le monde arabe. Les printemps du Proche-Orient commencent vraiment au printemps, puisqu'à mon avis, ils commencent au lendemain de l'élection truquée à Téhéran, au printemps 2009. Et à ce moment-là, on fleurit dans la presse un tas d'analyses qui nous expliquaient que grâce au cyberespace, grâce aux, comment on les appelle, aux médias sociaux, aux réseaux sociaux, toutes les dictatures allaient être ébranlées. C'est comme si une nouvelle technologie arrivait et allait bouleverser les équilibres politiques traditionnels. Et moi, je suis un vieil Iranien. J'étais à Téhéran, au bureau de l'agence France-Presse en 1979, justement. Et j'ai vu comment les gens se mobilisaient. Alors, évidemment, tout ça n'existait pas, Internet n'existait pas, le téléphone portable n'existait pas, mais les gens, ils montaient le soir sur le toit des maisons et ils s'appelaient à manifester d'un quartier à l'autre sur le toit des maisons. Ça marchait très bien. Et la police était en général toujours dépassée, comprenait mal ce qui se passait, et encore l'armée. Et maintenant, on nous a expliqué que voilà, maintenant, toutes les oppositions inorganisées, spontanées, n'ont plus besoin d'organisation, n'ont plus besoin de structure verticale. Au fond, les gens vont se connecter grâce au téléphone portable, et le téléphone portable va battre le parti. Et moi, je crois que cette dialectique, elle est fausse. Dans la bataille entre le téléphone portable et le parti, c'est le parti qui, jusqu'à présent, a gagné. C'est la structure verticale, et non pas cet espace horizontal délocalisé qu'est le cyberespace. Je vais essayer d'expliquer, à mon avis, comment ça s'est passé. Je crois que dans la phase 1 d'un moment de subversion ou d'insurrection, les réseaux sociaux donnent à l'évidence un moyen formidable aux opposants, particulièrement aux opposants qui sont inorganisés, aux opposants qui n'ont pas pu cristalliser leur opposition sur un thème ou sur un nom. Tout ça me paraît vrai. Au fond, il n'y a pas de nom d'opposants qui prennent la tête de l'insurrection tunisienne ou égyptienne. Il n'y en a pas, vous ne pouvez pas m'en citer. Si je vous en cite un, vous avez déjà oublié comment il s'appelle. Je pense à un Égyptien qui s'appelle Wahed Ghonim. Ce monsieur a été déclaré par Time Magazine en 2010 ou en 2011 l'homme le plus puissant du monde et l'Égyptien le plus influent. Ce monsieur ne joue aucun rôle dans la vie politique égyptienne aujourd'hui. Qui est-ce? C'était le blogueur, c'était le jeune homme très brillant qui a le premier vulgarisé, popularisé grâce aux réseaux sociaux, en l'espèce c'était Facebook, l'assassinat d'un autre blogueur qu'il ne connaissait pas et qui a déclenché l'insurrection, la rébellion égyptienne. Ça s'est passé à Alexandrie. En l'espèce, c'est un jeune homme d'affaires qui va dans un cybercafé, on est dans cet espace, on est dans le cybercafé, à Alexandrie, pour lire son courrier. Et à la sortie, il est pris à partie par des policiers, soit il les a insultés, soit c'est eux qui l'ont insulté, et les policiers vont le tuer. Ils le tuent sur le trottoir et laissent le corps sur le trottoir. Apprenant ça, Wahed Ghonim, qui lui vit dans le Golfe, je crois travaille pour Google, si mes souvenirs sont bons, met cette histoire sur Facebook et déclare une manif au Caire, le temps, contre la violence policière. Et c'est l'élément déclencheur. Je dis bien c'est l'élément déclencheur, la gâchette. En Tunisie, c'est une paire de claques, on le sait. Ailleurs, on trouverait à chaque fois le petit élément, la petite agression physique ou psychologique de trop. Et là, dans cette phase-là, les réseaux sociaux, le cyberespace, cette zone d'information difficile à contrôler, partiellement contrôlable seulement par les États, va jouer effectivement un rôle de relais pour des gens qui sont inorganisés, qui n'ont pas de parti, qui n'ont pas forcément un programme autre que celui d'une sorte de ras-le-bol de la dictature, marre d'être aussi maltraités, et qui n'ont pas forcément non plus de figure capable d'incarner leur mouvement. Et là, c'est vrai. Et puis vient un deuxième temps. Et le deuxième temps, c'est celui du changement de régime. Le changement de régime, ce n'est pas les réseaux sociaux qui font tomber Ben Ali
ou l'Égyptien, ou le raïs égyptien, c'est l'armée. Structure verticale. Donc, j'étais un petit peu, je pense qu'il y avait cette idée d'une techno-révolution qui allait bouleverser l'évolution politique dans les régimes autoritaires. Et moi, j'étais assez sceptique devant toute cette rhétorique ou ce discours sur le bouleversement majeur que représentaient les réseaux sociaux, au moins dans la deuxième temps d'une rébellion. Je me souviens d'avoir lu un bon commentateur du New York Times, Friedman, qui lui pensait aussi que les réseaux sociaux menaçaient toutes les dictatures du monde entier, et il écrivait « Alors que les dirigeants arabes maintenaient leurs administrés sous lourde tutelle, l'arrivée des téléphones caméras, de Facebook, de Twitter, donne à ces populations les moyens de protester et de se révolter. Elles exposent leurs dirigeants à la face du monde. Souriez, votre brutalité est enregistrée sur caméra candide. » Oui, mais ça ne renverse pas un régime autoritaire. À ce moment-là, à chaque fois, tout ce qu'on a pu observer, c'est que ce sont les structures verticales qui renversent le régime autoritaire, en l'espèce l'armée. Ensuite vient le temps de l'élection. Eh bien là encore, il me semble, on a appris qu'on ne gagne pas une élection sur Facebook. Le temps de l'élection, c'est le parti le plus organisé, celui qui est sur le terrain depuis le plus longtemps, celui qui a des militants, qui collent des affiches, qui ont fait du social, qui ont fait ceci, cela, etc., qui quadrillent le terrain, qui ont la légitimité d'une opposition ancienne, c'est eux qui gagnent les élections. Autrement dit, le pouvoir, c'est d'ailleurs réparti d'une certaine manière, en tout cas en Égypte, entre l'armée et les frères musulmans. Et les frères musulmans, c'est le type même de l'organisation de terrain et de quartier, c'est le type même de la structure verticale. Et c'est elle qui empoche la victoire. Et toute la mouvance centriste, réformatrice, libertaire, etc., toute cette mouvance tunisienne ou égyptienne qui a émergé grâce aux médias sociaux, finalement, elle est sous-représentée, voire pas représentée du tout dans le pouvoir qui s'installe après l'insurrection. C'est pour ça que j'ai appelé ça la dialectique du portable et du parti. Il me semble qu'il y a eu un faux sens ou qu'il y a eu un surinvestissement dans ces nouvelles technologies, dans la bataille politique contre les régimes autoritaires. Je ne dis pas que ça ne bouleverse pas le profil des régimes autoritaires, et je voudrais juste dire un mot de la Chine, de ce point de vue. Naturellement, en Chine, il y a, je crois, 500 millions de gens qui vont sur le net, à peu près. Donc, tout le monde est sur un réseau social, sur une population d'1,3 milliard d'habitants. Si vous enlevez ou les gens très 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 âgés ou les gens très jeunes, ça veut dire que c'est véritablement un pays où la pénétration des réseaux sociaux est maximale. Naturellement, le pouvoir surveille les réseaux sociaux, mais il ne peut pas tout surveiller, bien sûr. Et donc, il y a 50 à 100 000 personnes dont le job est de temps en temps d'enlever un mot-clé, parce que sous ce mot-clé, ils savent que s'installe un débat dans le pays entre Chinois sur telle interprétation de l'affaire Bosila et telle autre d'un incident dans le Pacifique occidental, etc., etc. Mais je dirais que d'une certaine manière, le pouvoir chinois, plus intelligent que les autocraties arabes, a récupéré aussi ça. Alors d'abord, il a ses censeurs, mais ensuite il laisse faire. Il laisse faire parce que c'est un formidable forum protestataire dont il pense qu'il ne le menace pas vraiment. Une soupape. C'est une soupape, et ça lui permet de pallier une de ses grandes carences. Il ne sait pas trop ce qui se passe dans le pays. Les journalistes sont autorisés à mener des grandes enquêtes, mais la liberté de la presse a considérablement augmenté. Les journalistes chinois étaient très courageux, mais jusqu'à une certaine mesure. Et les réseaux sociaux font remonter au parti une manière d'humeur de la population. Et de cette façon, je dois dire que les réseaux sociaux rendent le gouvernement comptable devant une opinion publique. Guerre de l'information, information de guerre. Étant à l'IHEDN, je suis sensible aussi à ce que disent les militaires. Je dirais qu'il est quasiment impossible, même dans les pays démocratiques, de concilier ce que j'appellerais trois vérités.
il y a la vérité politique dans un conflit. Quel est, chez Militaire, on dit quel est l'objectif final recherché? Quel est l'objectif final recherché par la France en Afghanistan, en Libye, etc. Ce qui me frappe, c'est que souvent les militaires sur le terrain ou à côté du terrain reprochent aux politiques le flou des objectifs et le flou des missions. J'insiste sur ce sujet parce que ce n'est pas une science exacte tout ça. Donc la vérité politique, c'est-à-dire l'objectif, souvent fait débat. Par exemple, en ce moment, mais vraiment en ce moment, ces jours-ci, il y a des débats à l'intérieur de l'appareil d'État français sur l'objectif que l'on doit rechercher dans le sud du Sahara. Il y en a plusieurs. Ce ne sont pas les mêmes. Ce ne sont pas les mêmes. Alors, j'entrerai pas dans les détails, mais selon l'objectif que l'on recherche, c'est pas du tout le même déploiement à la fois diplomatique, de légitimation diplomatique, et le même type d'action, disons, à caractère de force. Donc ça, c'est un premier problème. C'est ce que j'appellerais la vérité politique dans un conflit dont on est partie prenante. Je ne parle pas des conflits dont on décide de rester à l'extérieur. Ensuite, il y a la vérité militaire ou opérationnelle. Alors depuis à la fois les révélations de presse et depuis la découverte par les militaires de ce que le général Benteja a appelé dans son dernier texte l'omniprésence des médias dans les conflits et dans toute action militaire, les militaires ont appris à communiquer. Les militaires aujourd'hui savent très bien que, à côté de la vérité opérationnelle, il y a cette exigence de transparence. Alors, il y a eu des choses à partir de l'opération turquoise, évidemment, au Rwanda, qui leur posent parfois des difficultés. Et puis, il y a la vérité médiatique. C'est pas la même. Les militaires, comme les ministres de la Défense successifs, considèrent que les médias, en France ou ailleurs, ont tendance à raisonner en termes de morale, beaucoup plus qu'en termes d'objectifs politiques ou d'opérations, et en noir et blanc, c'est-à-dire qu'il y a immédiatement des bons et des méchants. Et la qualité des uns se déduisant de l'absence de qualité de l'autre. On voit très bien sur la Syrie la divergence très, très, très large d'appréciation entre ce qui est décrit dans les médias, une dichotomie très claire et nette, et l'appréciation très, très mesurée des politiques sur l'opposition, les oppositions armées syriennes et les analyses encore plus prudentes des militaires français. Je suis assez frappé en lisant tous les jours la presse américaine et la presse britannique, autant que la presse française, du très haut degré de sélectivité des médias sur les conflits du monde. Et je crois, on en avait parlé avec Béatrice Assindier la semaine dernière dans le train en rentrant, il faut quand même voir derrière ça l'influence des décideurs politiques. Face à des conflits donnés, il y a une hiérarchisation qui est faite. Il y a des priorités qui sont données en fonction des intérêts de tel ou tel État. Ça, c'est tout à fait... Ou bien il y a des moments où on arrive à un silence. Sur le cas de la Libye, après la chute de Kadhafi, eh bien, on a vraiment diminué l'intensité de l'information parce que le politique ne communiquait plus et il a cessé de communiquer quand les problèmes ont commencé dans le sud du Sahara parce qu'il ne voulait absolument pas assumer une quelconque responsabilité à cet égard. Donc, même si je sépare les trois vérités, il y a une influence plus grande que ce qu'on pense en général du pouvoir politique sur, en quelque sorte, l'agenda médiatique, ne serait-ce que par le biais des conférences de presse ou de l'association de journalistes au voyage officiel. Donc vous avez des régions du monde sur lesquelles il y a des silences extraordinaires, parce que ce sont des grands alliés, et donc les types de discours ne sont pas du tout les mêmes selon qu'il s'agisse, par exemple, de l'Inde ou de la Chine.
C'est pas du tout les mêmes types de discours, alors qu'on aurait le sentiment d'une sorte d'objectivité. La guerre de l'information, je ne sais pas si ça existe, mais il y a des silences, il y a des zones d'ombre qui correspondent aussi à des stratégies politiques. Je vais passer la parole à Olivier Dallage, donc, qui est journaliste à RFI. Vous avez vu qu'on a essayé de monter une table ronde avec des géographes, qui s'intéressent plus aux questions militaires, avec donc des cartographes dans les journaux, et puis un journaliste de radio, parce que c'est tout à fait important sur une radio qui n'est pas n'importe laquelle, puisque c'est Radio France Internationale, et qu'Olivier a eu une longue expérience, effectivement, de l'information en situation de conflit. Moi, je voudrais reprendre finalement le débat là où il a été laissé sur les raisons pour lesquelles il y a des trous dans l'information. Je ne suis pas en désaccord avec ce qui a été dit, mais il y a d'autres raisons beaucoup plus pragmatiques, et donc je voudrais les partager avec vous. La problématique elle-même n'est pas très nouvelle. Jules César a écrit les commentaires de la guerre des Gaules. Il était son propre correspondant de guerre, et c'est son souvenir qui a été laissé. Et quand bien plus tard, T. Lawrence a rédigé les 7 piliers de la sagesse, dans son exergue, il dit que ce récit ne rend pas justice aux simples soldats, parce que ce sont généralement des échelons supérieurs qui rendent compte. Et en fait, lui-même sa légende a été popularisée dans le cadre d'une opération psychologique menée par un journaliste américain pour soutenir l'effort de guerre. Donc c'était une opération déjà psychologique, militaire, qui accompagnait une geste qui par ailleurs avait évidemment une réalité. Les correspondants de guerre, c'est une notion qui est aujourd'hui un petit peu désuète. C'était quelqu'un qu'on accréditait auprès d'une armée et qui accompagnait les militaires d'un camp et qui était protégé par ce qui est devenu les conventions de Genève. Aujourd'hui, on est dans un cas un petit peu différent parce qu'il arrive, ce qui n'arrivait jamais avant, que le journaliste soit accrédité dans le camp d'en face, et le camp d'en face l'accepte parce qu'il a besoin de faire passer aussi son message, voire qu'il ne soit pas accrédité du tout et qu'il se promène dans les zones dangereuses sans aucune accréditation ni protection. La grande nouveauté, c'est la notion de danger. Ça a toujours été dangereux de couvrir un conflit, mais disons que le journaliste qui était blessé ou qui perdait la vie en couvrant un conflit n'était pas tué ou blessé parce qu'il était journaliste. Il y avait même une espèce de protection, un petit peu comme la Croix-Rouge, parce que le journaliste qui vient rendre compte d'une situation était pris comme un témoin qui allait porter les douleurs, les malheurs de la population locale ou du pouvoir local auprès des opinions susceptibles d'influencer les gouvernements. Et donc le journaliste était une victime collatérale, comme n'importe quel humain se trouvant dans une zone dangereuse. La nouveauté depuis une trentaine d'années, c'est que le journaliste est désormais pris pour cible. Il est pris pour cible, et on l'a bien vu avec le développement de l'affaire des otages au Liban, qui après a donné des idées à bien d'autres, c'est que du fait qu'on parle beaucoup de lui, il a une valeur bien supérieure à celui de beaucoup d'autres. Et donc en capturant, en maintenant prisonnier, en humiliant un journaliste d'un pays, si possible, assez puissant, eh bien, on est en mesure de changer le rapport de force politique. L'autre chose, c'est que ce journaliste qui se promenait autrefois et qui allait d'un camp à l'autre rendre compte de ce qui se passait, avait une sorte d'immunité parce qu'il portait la parole des gens qu'il allait rencontrer. Aujourd'hui, c'est tout le contraire, parce que, d'une certaine manière, il est associé au malheur qui frappe la population. Il est le représentant de ces puissances qui bombardent, qui envahissent, qui soutiennent les régimes autoritaires ou corrompus. Et donc, il n'y a absolument pas d'immunité, et quelquefois, il est même devenu une cible. Et c'est d'autant plus facile qu'avec les télévisions par satellite, on connaît le visage de beaucoup d'entre eux et l'hôtel où ils se trouvent, et donc il y a un véritable danger. Tout ça, j'ajouterai enfin qu'il est devenu une cible à éliminer pour des terroristes, mais aussi pour des États. Le bombardement de l'hôtel Palestine le 8 avril 2003 n'était évidemment pas dû au hasard. Et il y a d'autres exemples qui ont été documentés dans lesquels des États démocratiques ont délibérément pris pour cible des journalistes ou des bureaux d'organes de presse. Avec ce danger, forcément, la couverture devient beaucoup plus limitée. Et on voit qu'aujourd'hui, à Bagdad, les journalistes tendent à rester dans ce qu'on appelait la zone verte, peut-être moins maintenant, mais il y a en tout cas 1 ou 2 ans, qui est sécurisée. Elle est tellement sécurisée qu'on ne peut rien voir de ce qui se passe à l'extérieur. Donc c'est à se poser la question de savoir pourquoi y aller si on veut rendre compte de la réalité d'un pays. L'autre chose, c'est qu'on a peut-être l'impression d'être mieux informé aujourd'hui parce qu'il y a toutes les chaînes d'information continue, il y a énormément de médias, il y en a beaucoup plus qu'il n'y en a jamais eu. Mais est-ce que la qualité intrinsèque de l'information que diffuse chacun de ces médias est véritablement meilleure ?
Pas nécessairement, pour une série de raisons, dont l'une des plus prosaïques, mais les plus vraies, est le coût de l'information. Ce coût n'a cessé d'augmenter. Donc, pour une rédaction aujourd'hui, la question, c'est pour couvrir un conflit, est-ce qu'on envoie ou pas un journaliste? Et question subsidiaire, si on n'en envoie pas, comment on fait? Est-ce qu'on recourt à un pigiste? Ou est-ce qu'on est cohérent avec nous-mêmes? On n'a pas voulu faire prendre de risques aux journalistes titulaires, donc on ne va pas en quelque sorte sous-traiter le risque à un journaliste pigiste. La grosse différence de ces dernières années avec les années précédentes, parce que tout ça existe quand même depuis un certain temps, même si ça ne fait que croître et en dire, c'est l'apparition de ce qu'on appelle le journaliste citoyen. Donc tout un chacun disposant de moyens de communication et de captation d'images, de sons ou de textes. Et on voit fleurir effectivement les blogs, les posts Twitter, les vidéos sur YouTube et les témoignages par Skype. Et ça permet à nous, au siège des rédactions, d'accéder à des zones avec des informations qu'on n'aurait pas autrement et qu'on n'a jamais espéré avoir avant que ça existe. La question, bien entendu, qui est posée, c'est que, à mesure qu'on a de plus en plus d'informations sur ce qui se passe avec des images qu'aucun journaliste professionnel n'aurait pu tourner, même avec tous les moyens, et des témoignages qui viennent d'endroits reculés où ce serait juste le hasard qui ferait qu'un journaliste serait passé, la question de la manipulation est décuplée. Parce que quand vous avez un témoignage par Skype, ce que nous faisons pratiquement tous les jours en ce moment avec la Syrie, comment être absolument sûr de l'identité et de la crédibilité de la personne qui nous répond? Alors la réponse c'est, on évalue par rapport aux informations qu'on a par ailleurs et la cohérence dans le temps avec ce qu'on a appris qui s'était réellement passé. Bon, mais on prend à chaque fois des risques. Hein. Les vidéos de YouTube, même si elles ne sont pas franchement malhonnêtes, ne montre jamais que ce qu'il y avait dans le cadre de l'image. Ça, c'est pas nouveau, ça a toujours été. Mais disons que du fait de la facilité d'utilisation des téléphones portables et de poster la vidéo sur YouTube, ça peut donner des idées à beaucoup de gens qui ne veulent montrer qu'un aspect des choses, là où quand même un journaliste professionnel, souvent, pas toujours malheureusement, mais souvent, fait quand même l'effort de restituer ça dans son contexte. Voilà, donc externalisation des risques et manipulation. Mais aussi occasion unique d'accéder à l'information, beaucoup plus d'informations, mais chacune de ces informations n'est pas nécessairement de meilleure qualité. Une des questions importantes, c'est la fiabilité de l'information. Il fut une époque où c'était l'information qui manquait. D'une certaine façon, cette surabondance d'informations oblige à être croisée, recroisée. Tu dis, on essaye de voir la cohérence dans le temps, on essaye effectivement de recroiser avec ce qu'on sait par ailleurs, de façon à ne pas se laisser manipuler. Mais on est donc dans une difficulté, celle qu'éprouve Delphine, c'est de cartographier rapidement sur effectivement des situations qui sont extrêmement mouvantes et qui sont dans des situations de crise qu'on appellera géopolitique très aiguë. Elle parlait d'Alep et de la difficulté de le faire. Et c'est là, néanmoins, où le contact, par exemple, avec des chercheurs qui connaissent très très bien Alep, ce que tu citais tout à l'heure, et qui vont donc sur le fond éclairer et permettre de donner quelques éléments de structure de la composition de la ville pour éviter un certain nombre d'erreurs est tout à fait essentiel. Mais c'est vrai aussi que cette surabondance d'informations, ce sont des pièges tendus à nous tous pour lesquels il faut impérativement qu'on garde, j'allais dire, notre bon sens, notre sang-froid d'une certaine façon et ne pas se laisser embarquer plus qu'il ne faut avec une demande d'explication et de pression à expliquer en peu de temps des choses très très compliquées et comme le rappelait Michel Fouché, où on aime bien le noir et le blanc. Oui. Sur ce plan précis, parce que j'ai déjà participé à de nombreux débats, notamment avec des universitaires sur cette question, et ça avait été le cas à Toulouse en 92, dans le cadre de l'AFEMAM, parce que les universitaires spécialistes du monde arabe et méditerranéen étaient très fâchés de la couverture de la guerre du Golfe, et on avait expliqué avec quelques autres collègues travaillant sur cette région que on partageait un grand nombre de ces préoccupations, mais que les discussions existent aussi à l'intérieur des rédactions. Il ne faut pas s'imaginer que les médias avec un M 3 fois majuscule pensent tous la même chose. À l'intérieur, il y a des gens qui échangent et il y a des arbitrages qui nous sont plus ou moins favorables selon la situation. Je vais passer
passer la parole à Thierry Rousselin, qui lui est consultant, on peut vous appeler comme ça, hein, voilà, et qui a dans son entreprise, dans sa société, un gros travail cartographique à faire sur des lieux qui sont éminemment stratégiques et dans lesquels l'implication, y compris de l'armée française, est tout à fait importante. Je vais essayer de brosser rapidement les tendances lourdes qui ont marqué la géographie militaire sur les 25 dernières années et surtout ce qu'il en reste aujourd'hui et pourquoi aujourd'hui on est dans la merde. La géographie militaire pré-89, c'est une géographie militaire assez simple. Il y a d'un côté le champ de bataille est-européen sur lequel on met des moyens inouïs. On n'en parle jamais, mais la géographie militaire faisait de la géographie numérique dans les années 60. Donc bien avant que qui que ce soit dise qu'il avait inventé les SIG. Et on fait des choses absolument incroyables avec des moyens techniques qui sont parfois du bricolage. Je pense par exemple à ce modèle Paris-Moscou complet qui est nécessaire pour faire voler le Mirage 4 jusqu'à ses cibles stratégiques. Donc on va mettre des dizaines de gars sur une base aérienne qui vont saisir de l'information. On va se débrouiller pour que la caravelle d'Air France se détourne de temps en temps de sa ligne droite Paris-Moscou pour prendre 2-3 photos. Et on va constituer des bases d'information, mais totalement centrées sur une mission unique. Et partout ailleurs, on envoie les légionnaires ou les troupes de marine en leur disant « Mimile, tu te démerdes ». Et ils se débrouillent très bien, sans rien. Et on en retrouve tout un héritage aujourd'hui, c'est que quand on voit fonctionner les légionnaires ou les marsouins en coopération avec des Marines américains ou des gens comme ça, ils ont un sens terrain et un sens du dialogue avec les populations qui sont liés au fait que pendant des dizaines d'années, on leur a dit « de toute façon, tu te démerdes ». 89, c'est une espèce de bouleversement, bien sûr, géostratégique, mais alors pour les géographes militaires, c'est une catastrophe absolue. Puisqu'on vient de mettre pendant 40 ans tous nos œufs dans le même panier, on a fabriqué des bases de données qui, grosso modo, ne servent plus à rien. Et quasiment du jour au lendemain, on nous demande d'avoir la même qualité d'information, un coup sur l'Irak, un coup, etc. Alors, vous avez parlé de la décennie 90 comme une période rêvée. Moi, à l'époque, je dirigeais toutes les productions militaires de cartographie. Ça veut dire que dès qu'on arrivait à être un tout petit peu compétent sur la Yougoslavie, on nous disait « Ah non, demain matin, c'est le Rwanda ». Etc., etc. Et on a passé toute la décennie 90 à devoir constamment s'ajuster plus ou moins brillamment, et assez souvent peu brillamment, à des territoires constamment changeants, à des problématiques constamment changeantes, à des conditions climatiques constamment changeantes. Quand on met un certain nombre de milliards de francs sur un satellite et qu'il y a une guerre qui se déclare au Kosovo, aller expliquer à un ministre, même socialiste, que pendant 2 mois au Kosovo, il y a des nuages tous les jours et qu'on ne voit rien, c'est pas simple. Après cette période assez calme, finalement, des années 60 à 80, la période de 90 à 2005, grosso modo, c'est un constant ajustement technique. Donc on s'est sûrement beaucoup trop, entre guillemets, polarisé sur la technique, mais on en avait tellement de problèmes techniques. Vous discutiez entre géographes militaires dans les années 90, on parlait de quoi? On parlait de géoréférencement, des choses tout con. Entre la Tunisie et l'Algérie, on avait 3 km d'écart au niveau de la frontière. Comment on le règle? Entre la France et l'Italie, on avait une marge d'escalier de 200 mètres pour les avions. Parce que les Français étaient sûrs qu'ils avaient raison et les Italiens aussi. On a passé beaucoup de temps à travailler là-dessus, sur de l'interopérabilité technique, savoir s'échanger des fichiers. Bah oui, on commençait à travailler en coalition entre pays et puis on s'apercevait qu'en fait, on ne savait pas s'échanger les données. Donc, on s'est sûrement, pendant 15 ans, peut-être trop polarisé là-dessus, au détriment des vraies questions.
Mais on a fait quelque chose d'important, c'est qu'on s'est occupé de ce que... Alors c'est les Américains qui l'ont théorisé, c'est les foundation data, les données fondamentales. Qu'est-ce qu'il faut avoir à minima sur n'importe quel territoire pour que s'il faut démarrer une opération ou une prise de décision, sans même parler d'opération, on aura quand même ce jeu d'informations minimales qui permettra d'être pas trop idiot et un jeu d'informations qualifié, vérifié, fiabilisé. 2002-2005, c'est le nouveau choc, aussi fort que celui de 89-90, mais complètement différent. D'abord, il y a Google qui arrive. Comment vous expliquer à un officier qui travaille au CPCO et à qui on a donné un système d'information militaire top niveau fait par EADS que son gamin de 8 ans à la maison a mieux? C'est pas simple. C'est pas simple, donc il faut se mettre à niveau face à cette nouvelle famille d'informations qui est en face de nous, ces nouveaux acteurs dominants qu'on n'avait honnêtement pas anticipés. Il y a aussi toute l'irruption, alors on en a parlé, des réseaux sociaux, de ce qu'on appelle plus dans le monde de la géographie le crowdsourcing. Donc tout ce qui est la foule va nous amener des données. Donc, alors on en a vu des exemples emblématiques, le tremblement de terre à Haïti, en l'espace de 8 jours, c'est la foule qui crée les données géographiques en interprétant des images satellites. On l'a revu à Benghazi. Benghazi, en l'espace de 10 jours sur OpenStreetMap, vous avez une vectorisation à peu près complète du réseau des rues, des bâtiments, etc. Comment, dans l'information officielle, vous gérez le dialogue avec cette information privée qui est une information, comme tout ce qui vient des réseaux sociaux, éminemment velléitaire. C'est-à-dire que vous avez Benghazi, c'est quoi? C'est 650 000 habitants. Vous allez sur OpenStreetMap, il y a une qualité d'information incroyable. Vous allez à Pointe-Noire, c'est 650 000 habitants aussi, il y a 3 rues. Il y a 3 rues parce que Pointe-Noire, tout le monde s'en fout. Alors évidemment, dès qu'il y aura un tremblement de terre, une guerre ou je ne sais quoi à Pointe-Noire, on s'en foutra plus peut-être. Mais comme ça a été dit précédemment, les intérêts sont quand même assez sélectifs. On a des zones du globe qui nous intéressent beaucoup, sur lesquelles il n'y a jamais de crowdsourcing. Jamais. C'est-à-dire qu'ils commencent à saisir de l'information quand les médias parlent d'une zone, mais pas en amont. Néanmoins, les militaires doivent s'adapter à ça. L'autre truc qui est très, très contraignant dans l'image qu'on a de l'information de guerre, c'est l'expérience de l'Afghanistan. Alors, je crois que c'est le propre de tous les métiers, mais c'est aussi le propre des militaires. On est toujours en train de préparer la guerre qu'on vient de vivre, parce que c'est celle qui a traumatisé tout le monde. Et c'est d'autant plus important avec l'Afghanistan, parce qu'avec le système de rotation des troupes, l'Afghanistan, c'est une expérience partagée. C'est-à-dire que si vous regardez aujourd'hui l'armée de terre, vous vous rendez compte que plus de la moitié des gens sont passés en Afghanistan. Tout territoire est toujours particulier, sauf qu'on est en train d'en tirer des leçons sur la manière de collecter l'information, sur la manière de partager l'information, qui sont étroitement liées au champ afghan et qui s'appliquent finalement pas toujours si bien que ça au Nigeria ou à l'Ouganda. Donc ça, c'est une vraie difficulté. Par contre, et c'est là qu'on se rapproche d'un certain nombre de réflexions qui ont été émises ici, l'Afghanistan, ça a été l'occasion pour les gens de se rendre compte que la description physique du territoire, ça ne le faisait pas quand même, ce n'était pas suffisant. En 2004, on utilisait l'imagerie satellite on faisait de la classification d'occupation du sol pour trouver les champs de pavots. En 2007, on nous demandait de faire quasiment une étude marketing pour savoir quels seraient les paysans qui seraient prêts à quitter le pavot pour la tomate. Et il fallait faire des études, c'est quoi la proximité du marché le plus proche où ils pourraient vendre leurs produits, etc. C'est-à-dire qu'on passait à un style de réflexion. Je parle de choses vraiment réelles dans la vallée d'Helmand avec l'armée anglaise. C'est quand même, en 3 ans,
passer d'une simple description de type « je suis avec mon satellite, je regarde d'en haut et je cartographie » à une tentative de compréhension de ce qui fait vivre les gens, c'est une révolution culturelle. Il y a un point qui est très intéressant, même s'il est très difficile dans le monde militaire actuellement, et on en verra sûrement l'équivalent aussi dans le monde civil, c'est le rapprochement de toutes les données environnementales. C'est-à-dire que ça ne sert plus à rien de décrire une route comme le fait l'IGN si on n'est pas capable de dire comment la route se comporte en fonction de la pluie qui tombe ou de la saison à laquelle on se trouve. Il y a un risque dans cette évolution-là, c'est le risque de tirer trop sur l'environnement physique pur, mais il y a une vraie chance, et cette chance, c'est de réfléchir à la géographie telle que les gens la vivent. On est quand même très déstabilisé aussi par des nouveaux acteurs. On parle bien sûr ici beaucoup du couple militaire-journaliste, mais il y a plein d'autres acteurs maintenant qui viennent foutre le bordel dans le système. Alors, je prendrai un exemple. Je ne sais pas si vous connaissez une société qui s'appelle Skybox. Donc Skybox, c'est une boîte de la Silicon Valley qui va lancer son premier satellite l'an prochain d'observation, et qui va lancer au total une constellation de 12 satellites d'observation. Le truc clé de Skybox, c'est qu'ils se foutent du marché militaire. C'est une grande première. Dans l'observation spatiale, le seul client réel, c'est le militaire. J'ai pris une présentation de Skybox. 6 millions de kilomètres de route, 546 000 km de pipeline, 53 000 bateaux, 47 835 centres commerciaux. Je ne sais pas comment ils ont fait pour déterminer qu'il y en avait 47 835. 43 867 aéroports et 10 920 km de frontières contestées. Et ce qu'ils disent, c'est nous, on propose aux acteurs économiques, pas aux militaires, pas aux journalistes, aux acteurs économiques, un système de surveillance pour tout ça. Et ce qui est intéressant, et j'en terminerai par là, c'est de se rendre compte qu'aujourd'hui, là où on était justement dans ce monde où on considérait que l'information de guerre, c'était l'affaire soit des militaires, soit des gens qui rendaient compte de la guerre, aujourd'hui, non. L'analyse de risque dans les entreprises privées est au moins aussi développée qu'au CPCO. Mais aussi, il y a énormément de gens qui sont prêts à payer de l'information parce qu'il y a du profit à faire. Alors, je prendrai un exemple qui, pour moi, est le premier qu'on ait vraiment vu, de gens qui ont vraiment gagné de l'argent avec ce type d'observation. Ça s'est passé l'an dernier. Il y a eu des inondations, ce n'était pas une guerre, c'est des inondations catastrophiques en Thaïlande. C'est une firme de Wall Street qui a payé Digital Globe pour observer tous les jours l'usine de production de disques durs de Sony dans la banlieue de Bangkok pour être les premiers à savoir quand est-ce qu'elle serait capable de redémarrer et pour jouer sur le cours des actions des fabricants de disques durs et de semi-conducteurs. Donc aujourd'hui, on se trouve dans une compétition, parce que finalement c'est ça, avec d'un côté les acteurs traditionnels, ceux qui doivent évoluer sur le terrain, les humanitaires, etc. Mais à côté aussi un certain nombre de gens qui veulent cette information stratégique de guerre parce qu'il y a du pognon à se faire sur cette information. Pourquoi je parle de Skybox ? Parce que c'est quand même intéressant de voir qu'actuellement, des boîtes de capital risque dans la Silicon Valley sont prêts à financer une constellation de satellites d'observation qui n'est pas dédiée aux militaires. Écoutez, c'était tout à fait intéressant et passionnant de vous écouter. Merci à votre attention. Merci à vous. Et on remettra ça dans 10 ans.